Bonjour à tous. Alors, il est 14h30 pile, 31 juste à l'instant. Le webinaire vient de démarrer. Quelques participants sont encore en train de se connecter. Et puis, pour les retardataires ou ceux et celles qui n'auront pas pu se connecter aujourd'hui, je rappelle que les webinaires du GIRCISO sont visibles en replay sur différentes chaînes. Voilà, donc on est heureux de présenter une session consacrée à la recherche en orthophonie. On avait eu l'occasion de présenter quelques projets en orthophonie, mais pas dans une session consacrée. Donc, c'est l'occasion avec 4 intervenantes qui viennent d'un petit peu partout, mais je les laisserai se présenter. En termes d'organisation du webinaire, ce sera d'abord Sylvia et Catherine qui se présenteront et qui feront une présentation introductive du champ de la recherche en orthophonie. Elles se présenteront aussi à ce moment-là. Ce sera suivi ensuite par une présentation d'un projet porté par Sonia Michalot du CHU de la Réunion, puis suivi d'un projet de recherche présenté par Amandine de Limoges. Entre-temps, il y aura toujours des petits essais pour que vous puissiez prendre le temps de poser des questions à travers. Alors, ce n'est pas le chat, il y a une petite icône avec un point d'interrogation. Vous pouvez poser cette question à cet endroit-là. On prend chaque fois un petit temps pour les réunir et les faire passer aux intervenants. Et puis voilà, mais voilà, ça va être très dense. Et puis, soyez indulgents pour moi. Technique de diffusion des diaporamas, parce qu'on a fait quelques essais juste avant. C'était, disons, un peu acrobatique, mais on va s'en sortir. Donc, je vais lancer le premier diaporama et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Sophie, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Sylvia Topouskagnan, moi je suis orthophoniste. Je suis également docteur en sciences du langage. Voilà, j'enseigne à l'Université Lyon 1 en tant que vacataire. Rapidement après mon doctorat, j'ai commencé à m'impliquer au sein de l'UNADREO, qui est l'Union nationale pour le développement de la recherche et de l'évaluation en orthophonie. Et voilà, on va pouvoir en parler cet après-midi durant ce webinaire. Je suis également cadre supérieur de santé au campus hospitalier Le Vinatier, psychiatrie universitaire Lyon Métropole, où je cumule d'enseignement, de recherche et aussi de responsable des coopérations internationales pour l'hôpital. Je vais laisser la parole à Catherine Salomon pour qu'elle se présente également. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup Sylvia. Donc, je suis également orthophoniste, doctorante chargée de mission recherche au CHU de Martinique. Et je suis également membre du comité directeur de l'UNADREO et j'ai quelques missions d'enseignement dans les instituts de formation de Martinique. Voilà. Alors, avec Catherine, nous allons vous présenter une intervention que nous avons intitulée « Dynamique de développement de la recherche en orthophonie ». Voilà, et donc je remercie Sophie qui va nous passer les slides au fur et à mesure. Alors, un petit rappel par rapport à la formation initiale en orthophonie. En fait, les centres de formation, les CFUO, voilà, sont tous rattachés à une université. Et donc, en fait, on a deux ministères de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et également le ministère de la Santé. Alors, en fonction de l'organisation des universités, certains centres de formation sont des départements et d'autres sont des composantes. Depuis 2013, donc, les orthophonistes sortent avec un grade master. Voilà, il y a eu énormément
de lutte syndicale pour arriver à décrocher ce grade master en 2013. Et puis à ce jour, donc, on est sur une nouvelle maquette de formation qui va entrer en vigueur en septembre de cette année. Voilà, donc un gros travail également sur ça. Diapo suivante. Au niveau de... Voilà. La recherche en orthophonie, en fait, l'orthophonie, il faut le rappeler, est au carrefour des sciences biomédicales et des sciences humaines et sociales. Et vraiment, elle va pouvoir s'appuyer sur des méthodes, des épistémologies qui empruntent à ces deux courants. À ce jour, il n'y a pas de doctorat en sciences orthophoniques en France, alors qu'il y en a dans d'autres pays européens, je pense à la Belgique, à la Suisse et puis également au Canada. Alors, du coup, les orthophonistes donc, qui sortent avec un diplôme qui s'appelle un certificat de capacité d'orthophonie peuvent poursuivre néanmoins en doctorat en s'orientant voilà, soit en sciences du langage, soit en sciences de l'éducation, en psychologie, en neurosciences la plupart du temps. Voilà, et donc vers une thèse dans ces domaines-là. Actuellement, au niveau des acteurs de la recherche en orthophonie, on peut relever les sociétés savantes, dont l'UNADREO, dont on vous parlera un peu plus tard, les labos de recherche dans lesquels donc, certaines équipes effectuent des travaux qui sont relatifs à l'orthophonie. On vous parlera également du LURCO, les universités, les centres de formation, les organismes de formation continue et puis également certaines chaires de recherche qui intègrent ou qui travaillent avec des orthophonistes et aussi des chercheurs qui ne sont pas eux-mêmes orthophonistes mais qui collaborent pour des travaux spécifiques en orthophonie. On vous en présentera aussi dans la suite du diaporama. Diapo suivante. Alors, on va vous parler plus spécifiquement de l'UNADREO, qui est l'Union nationale pour le développement de la recherche et de l'évaluation en orthophonie, qui est une société savante qui a été créée en 1982 par la Fédération nationale des orthophonistes et donc du coup qui a plus de 40 années de recherche en sciences orthophoniques à son actif. Donc vous avez le lien si vous souhaitez aller regarder de plus près avec 4 axes qui sont les recherches en lien avec notre cœur de métier, le volet des évaluations, des expertises, de la participation aux recommandations de bonnes pratiques, également le volet de la diffusion de l'information scientifique via différents canaux. Enfin, la formation continue avec une spécificité recherche. Diapo suivante. Voilà, donc nous allons détailler également donc, les missions de recherche au travers du laboratoire LURCO, que Catherine vous explicitera un peu plus loin. Les missions aussi d'expertise, d'évaluation, de recommandation de bonnes pratiques sont aussi en lien avec le Conseil national professionnel, qui est le CFO, Collège français d'orthophonie, dont l'UNADREO est membre fondateur. Également, donc, on vous parlera plus précisément d'une revue scientifique en ligne qui s'appelle Glossa et qui est accessible gratuitement et qui est un de nos canaux de diffusion de l'information scientifique. Et puis également des formations avec la spécificité recherche au travers d'une adréoforme. Alors, diapo suivante, Sophie, et puis vous pouvez aussi passer la suivante aussi par la même occasion. Donc, c'est vrai qu'on est sollicité pour participer aux recommandations de bonnes pratiques qui concernent les orthophonistes et que mène la HAS, ou bien nous-mêmes de proposer au travers également du Collège national professionnel des recommandations de bonnes pratiques, en tout cas ces travaux-là. Et donc, les dernières auxquelles nous avons participé concernaient les travaux autour des troubles du spectre de l'autisme. Voilà, également des travaux autour de la réingénierie et puis d'autres expertises spécifiques parce qu'il y a actuellement beaucoup de dispositifs en fait qui sont créés par des laboratoires qui sont vendus ensuite et donc on est sollicité pour donner un avis sur la pertinence aussi de ces outils-là. Diapositive suivante.
Alors, nous allons parler donc de la valorisation de la recherche, oui, en orthophonie au travers de la diffusion des informations. Donc, diapo suivante. Le fait de mener des revues de la littérature sont l'occasion, à la demande des professionnels, de nous pencher sur certains thèmes qui intéressent la profession, comme là, quelques exemples qui sont notés: l'intérêt de la prise en charge précoce en langage oral, l'intérêt de la prévention en orthophonie, la notion d'urgence, qu'est-ce que c'est, hein, quel patient serait plus urgent que d'autres, à prendre en soin, l'intérêt de groupe, hein, de 2 sur 30 minutes, de prise en soin courte, des pauses thérapeutiques, etc. etc. C'est vrai que c'est important de, voilà, de répondre aussi à ces demandes parce que elles vont impacter directement aussi les pratiques ensuite. Diapo suivante. Donc, l'UNADREO édite une revue scientifique en ligne, en open access, hein, donc qui est accessible gratuitement par tous, hein, sur le web. Vous avez le QR code si vous souhaitez le scanner. Donc, une revue qui s'appelle Glossa, qui est un modèle diamant, c'est-à-dire pour lequel donc, on ne fait pas payer, hein, les personnes qui soumettent des articles, et puis évidemment avec une consultation gratuite en ligne de tous les articles. Diapo suivante. Voilà, et puis là, tu peux aussi passer sur la suivante également. Donc, vous voyez qu'on a pas mal d'utilisateurs de la plateforme, hein, en 2025, plus de 25 000 utilisateurs, avec donc des articles en français, mais également on commence à traduire certains articles en anglais également, hein, le but étant, voilà, non pas d'avoir une plateforme complètement bilingue, mais d'avoir quelques articles disponibles en anglais également. Vous voyez le comité éditorial dont je suis la directrice de publication, Agnès Vitko, la rédactrice en chef, et puis Lydie Batilly-Gonin, la directrice de publication et administratrice web. Nous avons des secrétaires de rédaction, un comité scientifique international composé de 14 membres, donc voilà, qui sont dispatchés dans les différents pays à l'international. Diapo suivante. Un comité de lecture qui comporte beaucoup d'évaluateurs, plus de 120 en 2025. Diapo suivante. Et puis une activité de publication, voilà, avec 146 numéros publiés depuis la création de la revue, et puis ce qui correspond à 705 articles. Diapo suivante. Donc, il y a pour chaque numéro un éditorial qui est... voilà. Et donc, vous avez aussi les vues par rapport au nombre, aux 10 pays dans lesquels la revue est le plus consultée, hein. C'est pour montrer le côté, là aussi, international des connexions et des téléchargements de la revue. Diapo suivante. Voilà, donc dans chaque numéro, il y a un éditorial avec une thématique qui est davantage développée. Vous pourrez regarder ça d'un peu plus près. Diapo suivante. Et donc, on peut aussi relever en fait le souhait de la revue, donc qui est de participer en fait à la science ouverte, et c'est ainsi que nous avons monté fin 2025 un dossier. Et du coup, sur la diapo suivante, vous verrez que nous avons pu intégrer par ce biais-là on va pouvoir intégrer donc un pôle éditorial qui s'appelle Pollen et qui rassemble du coup des revues en sciences humaines et sociales.
Et dans le cadre du Fonds national pour la science ouverte, donc le réseau Aura, dans lequel nous sommes partenaires, a été lauréat de cet appel d'offres. Et donc, nous allons pouvoir travailler et être hébergés aussi et rejoindre cette pépinière de revues, ce qui va contribuer au développement de la revue. Diapo suivante. Nous avons également été acceptés pour inclusion dans le DOAJ, ce qui va aussi participer à la valorisation à nouveau de la revue à un niveau international et à son référencement. Merci. Diapo suivante. Et puis, donc, la dernière évolution est le fait que la revue soit référencée dans le registre de l'EDCH. C'est un registre qui est conçu, en fait, pour fédérer, pour soutenir et renforcer la collaboration entre les acteurs de l'édition en accès ouvert diamant à l'échelle européenne. Diapo suivante. Donc, donc un exemple de numéro. Là, je vous ai mis le numéro 144. On en est actuellement au numéro 146 qui est en ligne. Vous voyez quelques exemples d'articles du coup pour cette revue. Diapo suivante. Nous organisons annuellement des concours, donc un concours Glossa du meilleur article issu d'un mémoire d'orthophonie. Et donc l'idée est de pousser les jeunes professionnels à valoriser leur travail de recherche, leur mémoire de fin d'études au travers d'une publication. Et donc nous avons des soumissions intéressantes et puis ensuite un comité, le comité de l'UNADREO qui va se dispatcher les lectures des articles soumis et puis des prix attribués. Oui, diapo suivante. Donc nous avions deux premiers prix ex aequo l'an dernier, un deuxième prix aussi, prix intéressant, et puis le troisième. Voilà, diapo suivante, et nous avons aussi la slide pour indiquer le concours de cette année avec les différents prix. Diapo suivante. Et donc, pour finir sur la revue Glossa, nous allons fêter cette année, nous fêtons les 40 ans de la revue. Et donc, c'est vraiment, on va pouvoir la valoriser au travers d'un événement aussi, sur toute l'année, au travers d'un événement à Paris, en fin d'année. Diapo suivante. Donc, chaque année, l'UNADREO décerne aussi un prix de thèse, là aussi dans cette idée-là d'encourager les chercheurs. Et donc, ce prix de thèse UNADREO récompense un ou une orthophoniste qui a finalisé sa thèse et qui nous a soumis son dossier en 2025. Voilà, la lauréate était Sophie Fagnard, donc une logopède chercheuse de l'université de Mons, en Belgique. Diapo suivante. Donc, chaque année, nous reconduisons le prix de thèse. Et donc, avec à la clé aussi la publication des travaux, la valorisation des travaux au travers de différents outils comme des podcasts et autres. Et puis aussi un prix de 3 000 €. Diapo suivante. Donc, chaque mois, nous invitons aussi, au travers d'un webinaire, un invité ou une invitée experte dans ce domaine qui va nous parler de ses recherches intéressant l'orthophonie. Donc, je vous ai mis quelques exemples dans la diapo suivante. Donc, notre collègue Rawat Shaker de Lyon 2 qui nous a parlé donc d'une étude que nous avons menée ensemble sur le télésoin. Donc, c'était très intéressant. Et là, c'était le webinaire de valorisation. Le prochain est mardi prochain, justement, avec un collègue, Jérôme Brunelin, qui va nous parler du reality monitoring. Et puis, le dernier, diapo suivante, de notre collègue canadienne qui va nous parler de l'oculométrie pour mieux comprendre et évaluer.
Voilà, sur la diapo suivante, on peut voir que ces webinaires à un rythme mensuel sont vraiment rencontrent un succès important avec pas mal d'inscrits de France à l'international. Ils sont gratuits pour les étudiants, également pour nos adhérents, mais enfin ouverts très largement de toute façon. Diapo suivante avec des replays à disposition pour continuer à les écouter tranquillement ensuite. Voilà, donc diapo suivante. Sophie, vous pouvez passer les 2 prochaines. Donc, notre souhait est également d'avoir une formation continue qui soit axée sur le volet de la recherche. Donc, nous avons un événement annuel chaque année à Paris qui s'appelle les Rencontres internationales d'orthophonie. Donc, les précédentes avaient pour thème les maladies neurodégénératives. Diapo suivante. Et ce qui est intéressant, donc sur un format de 2 jours, c'est que ce colloque-là est vraiment ouvert à l'international aussi. Vous voyez une grosse délégation sur la photo d'orthophonistes tunisiennes. Et c'est vrai qu'il y a les orthophonistes nous disent que vraiment ils aiment beaucoup venir à nos événements parce qu'il n'y a pas tout le temps l'équivalent de ces formations-là avec ce format scientifique dans leur pays. Et donc, voilà, que c'est une opportunité pour eux de se former. Diapo suivante. Également, nous distribuons le jour de ce colloque les actes, voilà, avec les articles correspondant aux présentations orales, ce qui permet de poursuivre ensuite la lecture et l'approfondissement des thèmes abordés oralement. Diapo suivante. Oui, diapo suivante. Voilà. Les prochaines rencontres d'orthophonie auront lieu à Paris. Diapo suivante auront pour thème l'orthophonie en cancérologie avec voilà, une des responsables scientifiques qui est Catherine Salomon, ici présente. Oui, tu peux passer aussi. Donc avec un volet sur la neuro-oncologie et l'orthophonie et un autre volet le jour suivant sur le volet ORL, oncologie ORL. Diapo suivante. Et nous avons aussi notre appel à communication pour le congrès de 2027. Vous voyez, on est obligé de bien anticiper. Et nous faisons aussi un appel à communication pour nos congrès. Oui, diapo suivante. Nous avons également un format d'université d'été qui se passe à Lyon et qui est intitulé les Lion Days ou les Lion Days. Oui, diapo suivante. Et c'est une autre occasion de se former avec un programme assez chaleureux d'université d'été avec un programme social associé. Là, Catherine nous avait fait des interviews des orateurs de 2025, diapo suivante, voilà, qu'on peut retrouver aussi sur notre site, aussi également avec des enregistrements de podcasts de ces différents intervenants, diapo suivante. Et puis, c'est aussi l'occasion, du coup, de valoriser les doctorants, les post-docs, et avec l'appel à posters que nous avions fait, diapo suivante, nous avons eu 7 posters qui ont été présentés. Voilà, on voit Sophie Joly-Froment là sur cette diapo en train de présenter son poster. Et puis, c'est aussi l'occasion d'avoir des intervenants, des doctorants et des post-docs à l'international là aussi, ce qui est très intéressant. Je laisse la parole à Catherine qui va poursuivre sur le volet des JNLF. Merci beaucoup Sylvia. Effectivement, vous l'avez vu, de nombreuses activités au niveau de la recherche pour valoriser les travaux, des événements scientifiques organisés par l'UNADREO, et l'UNADREO participe également à d'autres types d'événements scientifiques
Vous connaissez, vous qui êtes orthophoniste et qui participez à la recherche en orthophonie, vous connaissez les journées de neurologie de langue française qui ont lieu chaque année. En 2025, nous avions cet événement qui avait lieu à Clermont-Ferrand. Sandrine Basaglia-Papas et moi-même avons participé à cet événement. Sur la diapo suivante, nous verrons que la thématique des INLF 2025 en ce qui concerne la session d'orthophonie concernait les barrières de langue en contexte d'aphasie. Sur la diapo suivante, vous verrez également que, en fait, il y avait un programme très riche, très dense, avec des intervenants venant de France et également à l'international. Sur la diapo suivante, vous verrez les autres thématiques. Et dans le public, à chaque fois, il y a des orthophonistes et évidemment d'autres professionnels de santé qui sont autant des infirmiers, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des cadres de santé également, des médecins, des psychologues, de neuropsychologues. Donc, cette thématique du plurilinguisme et du bilinguisme en contexte d'aphasie est une thématique très importante en orthophonie. Diapo suivante. Donc, nous avions eu près de 60 entrées dans ces sessions, ces 2 sessions de l'UNADREO au JNLF 2025. Concernant 2026, nous pouvons passer à la diapo suivante. Une photo, effectivement, de ces intervenants et des modérateurs, des organisateurs. Concernant cette année, donc en fait, les JNLF reviennent. L'UNADREO organise sa session sur les nouvelles thérapies en orthophonie, évaluation et remédiation des pathologies vasculaires et neuroévolutives. Ces sessions auront lieu du 17 au 24 avril à Marseille. Sandrine Basaglia-Papas et moi-même y serons présentes. On peut continuer sur la diapo suivante. Donc, avec un programme sur ces 2 diapos, tu peux passer, Sophie, un programme très riche et avec une innovation, tu peux passer à la diapo suivante, où nous aurons cette année un atelier. Voilà. Donc, Sylvia vous en parlait tout à l'heure. Donc, l'UNADREO parvient à valoriser les travaux de recherche des orthophonistes chercheurs. Et l'UNADREO dispose d'un laboratoire de recherche clinique en orthophonie, le LURCO, laboratoire UNADREO de recherche clinique en orthophonie. On peut passer à la diapo suivante. Donc, en fait, qui a été mis en place depuis 2010 avec une première équipe de recherche de l'UNADREO en 2001. Donc, son rôle est de regrouper les chercheurs cliniciens et statutaires afin de travailler sur les problématiques en lien avec notre profession. Il s'agit vraiment de valoriser, de promouvoir la recherche en sciences orthophoniques en France avec 4 missions principales. Participation active à la recherche fondamentale et appliquée, la réalisation d'expertise, nous en avons parlé, et de projets de recherche locaux, régionaux, nationaux et internationaux, avec également la diffusion des savoirs, des publications scientifiques, nous en avons parlé, et puis c'est un laboratoire qui accueille des étudiants et qui encadre des mémoires. Sur la diapo suivante, nous allons voir en fait qu'il y a 16 membres titulaires qui constituent le conseil scientifique avec des cliniciens chercheurs et des chercheurs. Globalement, il y a près de 50 chercheurs associés à ce laboratoire de recherche et une vingtaine d'étudiants inscrits et qui développent leurs travaux de mémoire dans le cadre de ce laboratoire de recherche. Sur la diapo suivante, nous allons voir en fait qu'il y a 14 équipes de recherche de l'UNADREO qui ont pour objet en fait des questionnements et des éléments de notre domaine de compétences, de nos domaines de compétences. Alors, ce sera autant la maladie d'Alzheimer et les syndromes apparentés que les troubles du spectre de l'autisme, on en a parlé, que la dysphagie, que le langage oral, le bégaiement, l'éducation thérapeutique, la cognition mathématique. On a également une équipe de recherche qui s'occupe de travailler de l'éthique en orthophonie. On peut passer.
Donc, sur les diapos suivantes que nous allons passer un petit peu rapidement, sauf sur une, Sophie, je te l'indiquerai. Donc, en fait, par exemple, l'équipe de recherche numéro 15 traite des nouveaux outils d'analyse de la qualité de la voix, avec des travaux, des encadrements de mémoire, des publications d'articles, des communications scientifiques orales et affichées à chaque fois. On peut passer à les rues 17 qui traitent de la maladie d'Alzheimer et des syndromes apparentés. On continue avec effectivement des équipes de recherche de l'UNADREO qui sont très vives. Vous voyez le nombre de mémoires soutenues, par exemple, en 2025. Il s'agit d'une rue dans laquelle Sonia participe, qui interviendra tout à l'heure. On continue. Donc, comme je vous disais, plusieurs équipes de recherche. Donc là, en fait, l'idée, c'était vraiment de vous montrer le dynamisme de nos équipes de recherche de l'UNADREO. On peut passer. Alors, les publications que nous voyons. Alors, les rues 22 concernent aphasiologie, évaluation, thérapie et formation. Une rue dont j'ai la responsabilité qui permet de travailler plusieurs axes en orthophonie et en aphasiologie. Alors, par exemple, nous avons tant des travaux sur l'aide à la communication dans le cadre de la prise en charge du patient aphasique. Les travaux de Nathalie, on continue. Travaux de... On va continuer, voilà. De Flore d'Orchis qui effectivement est très vive dans cette rue. Nous avons également des travaux, on peut continuer, de Véronique Sabadell sur la diapo suivante, qui travaille énormément sur l'anomie. Et on verra sur la diapo suivante qu'elle a obtenu un financement pour le projet REPREO. C'est un financement de type PHRIP. Donc, elle poursuit les inclusions jusqu'en 2027. Donc, il y a 12 centres investigateurs et en fait, il s'agit d'essais randomisés contrôlés. On continue. Donc, cette rue propose également le webinaire des étudiants du LURCO. Nous avons dit que nous accompagnons les étudiants qui, avec l'encadrement des mémoires. Et chaque année, nous proposons un webinaire à destination des étudiants et dont les intervenants sont des étudiants qui vont proposer leurs travaux de recherche dans le cadre de leurs travaux de fin d'études. Nous pouvons continuer. La prochaine édition aura lieu le mardi 16 juin 2026. Et rue 25 sur multilinguisme et multiculture. Multiculture, nous en parlerons tout à l'heure beaucoup avec Sonia également. On peut continuer. Donc, à chaque fois, dans chaque rue, vous voyez qu'il y a des mémoires, des publications. Nous continuons. Cette rue est vraiment vive et dynamique, comme vous le voyez à l'écran. Alors, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site de l'UNADREO. Là, nous vous en faisons une présentation un peu rapide. Les rues 28 s'occupent de l'orthophonie et de nouvelles technologies, avec en fait des évaluations de dispositifs numériques notamment. Nous pouvons continuer. Sur cette diapo, on voit que nous travaillons sur le jeu sérieux, l'AMI, pour les orthophonistes qui connaissent ce jeu sérieux. On continue. Et rue 34 sur le bégaiement, qui est un des axes de travail de l'orthophoniste dans ses pratiques et également axe de recherche. On va continuer. Et rue 40 sur l'éducation thérapeutique du patient. Alors, une rue qui s'intéresse tant à l'information qu'à la prévention, avec à chaque fois des publications, des encadrements de mémoire, des communications scientifiques. Nous pouvons continuer, Sophie ?
Encore, on continue. Les rues 41 qui s'intéressent au langage oral et à la santé environnementale. La santé environnementale qui entre dans notre LURCO, dans notre laboratoire, puisqu'en fait, nous faisons au mieux pour rester vraiment en lien avec les questionnements scientifiques contemporains. On continue. Les rues 42 sur la dysphagie que je co-encadre avec Nathalie Joyeux. Nous avons plusieurs travaux, on peut continuer. Et je participe au protocole des budgets, j'en parlerai tout à l'heure, qui est porté par le CHU de Martinique, qui a reçu un financement, PHRIP. Les rues 43 sur le spectre de l'autisme, avec le projet Tipeee, beaucoup de travaux qui sont proposés par cette rue. On continue. Vous voyez ici le projet Enchanté qui a été récemment mis en place avec des communications orales, des publications. Nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer. Et les rues 44 qui s'intéressent à l'interprofessionnalité, puisque nous l'avons dit, l'orthophonie est au carrefour de plusieurs disciplines. Et en fait, il était indispensable pour nous de pouvoir nous consacrer également aux travaux de recherche en lien avec les autres professionnels et les préoccupations des autres professionnels. Nous continuons. Toutes ces rues, comme vous le voyez, sont dynamiques avec des travaux qui sont encadrés, des communications scientifiques. Les rues 46 concernent la parole, qui est une dimension de l'orthophonie qui est un peu plus connue, puisqu'on associe beaucoup orthophonie et langage, orthophonie et parole, orthophonie et voix. Nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer. Les rues 47, je vous en parlais tout à l'heure, qui s'intéressent à l'éthique et notamment aux soins palliatifs, puisque l'orthophonie est proposée à tous les âges de la vie et nous accompagnons, quand il le faut, les patients en fin de vie. Donc, il était important de pouvoir produire de la connaissance sur cette thématique. Nous pouvons continuer, Sophie. Voilà. Cognition mathématique, c'est une dimension de l'orthophonie qui est plus ou moins connue, qui fait partie, donc les troubles de la cognition mathématique font partie des troubles du neurodéveloppement. Et là encore, il était important que nous puissions être présents pour produire de la connaissance sur ce trouble de la cognition mathématique. Nous pouvons continuer, Sophie. À chaque fois, voilà, nous travaillons sur toutes ces thématiques. Et en fait, ce que nous pouvons dire en conclusion, suite à cette longue présentation sur les thématiques du LURCO, nous pouvons dire en fait que les publications dans des revues spécialisées sont en nette augmentation. Également dans les revues spécialisées internationales, vous voyez les nombres qui sont en rouge montrent en fait une nette progression. Nous participons également à des chapitres d'ouvrages collectifs. Nous avons pu éditer un ouvrage. Nous avons 28 communications dans des congrès nationaux et internationaux. Et puis en fait, comme vous le voyez, ce sont des rues qui sont vraiment très dynamiques. Donc le rayonnement est tant national qu'international. Il est beaucoup plus marqué à l'international. Alors il est important en fait aussi que je puisse dire deux mots, je ne sais pas très longue, sur la recherche en orthophonie en contexte martiniquais. Donc juste là pour que vous puissiez situer la Martinique dans le monde, donc c'est le petit point bleu. Donc, en fait, il s'agit d'une collectivité territoriale française en zone Caraïbe. En fait, c'est le territoire le plus âgé de France. Ce sont les chiffres de l'INSEE 2022, avec des données épidémiologiques du Conseil économique, social et environnemental, qui a fait un travail sur la santé des Outre-mer, qui montre bien qu'il y a un taux important de prématurité, d'AVC, de cancer.
C'est un territoire qui est au carrefour d'un croisement culturel, en fait, puisque en fait plusieurs langues sont parlées en Martinique. Nous avons évidemment le français qui est la langue nationale puisque territoire français, mais nous avons également le créole. C'est un petit peu une situation qui est similaire à celle que présentera Sonia tout à l'heure sur la Réunion. Nous avons 110 orthophonistes pour 360 000 habitants. Donc, en fait, c'est une zone en tension, ce qui fait à peu près 30 orthophonistes pour 100 000 habitants, comme dans certains territoires en France hexagonale, nous avons 225 orthophonistes pour 100 000 habitants. Donc, un petit territoire avec 1128 km². Nous pouvons continuer sur la slide suivante. Donc, vous comprenez en fait qu'il y a vraiment un gros besoin de travailler sur la clinique, puisque le nombre d'orthophonistes pour 100 000 habitants est assez faible. Néanmoins, il est important de développer l'existant en matière de recherche en orthophonie. Donc, il est important d'avoir plusieurs axes de travail que nous sommes en train de mener et que nous allons continuer à mener. La formation continue des cliniciens à la recherche avec le soutien de l'UNADREO, comme vous l'avez vu, et également du syndicat des orthophonistes de la Martinique. L'orthophonie n'est pas une profession à ordre, et donc ce sont les syndicats notamment qui se chargent de toute cette partie en lien avec la défense de la profession et la formation continue. Donc, une formation initiale à la recherche et par la recherche via le centre de formation universitaire en orthophonie, qui est d'ailleurs un département. C'est le 22e de France, le dernier à ce jour, et il est ouvert depuis 2022. Donc, vous aurez compris que la première promotion qui sera diplômée le sera en 2027. Donc, il s'agit effectivement, grâce à ce travail d'encadrement de mémoire, de pouvoir aussi développer cette recherche en orthophonie. Donc, ce centre de formation est hébergé par l'Université des Antilles. Il est sur le pôle Guadeloupe, mais nous notons en fait des étudiants en orthophonie qui viennent tant de la Guadeloupe, de la Martinique et des autres départements et régions françaises. Donc, le développement de la recherche passe, comme je vous ai dit, par la direction de mémoire. Nous avons actuellement un mémoire qui est encadré en Martinique. Ça, c'est une étudiante de Bordeaux. Donc, vous voyez le lien entre le sud-ouest et l'outre-mer existe également dans la direction de mémoire. Un outil de communication adapté à la prise en charge psychologique du patient aphasique. Nous avons vu tout à l'heure que l'aphasie est vraiment une préoccupation importante pour l'orthophonie. Nous avons également la nécessité que des orthophonistes, qu'ils soient chercheurs ou cliniciens, puissent participer à des projets de recherche. Dans les rues 42, j'avais évoqué DGLUT-G, qui est un test de dépistage qui est en train d'être validé par le CHU de Martinique, et les orthophonistes participent à l'inclusion des patients. Développer la recherche en contexte martiniquais, c'est également permettre à des orthophonistes chercheurs d'être investigateurs principaux. Nous avons un projet de recherche qui est en train d'être monté sur la validation transculturelle d'un outil de démutisation de l'aphasie. Vous comprenez la question de la validation transculturelle, puisque je vous ai dit qu'en contexte martiniquais, il y a un croisement culturel avec notamment ce bilinguisme français-créole. Contribuer au développement de la recherche en contexte martiniquais, c'est permettre également et offrir la possibilité à des orthophonistes d'expertiser des projets de recherche. C'est quelque chose qui est déjà en cours, notamment dans le cadre d'appels à projets de la DGOS. Donc, il s'agit également de contribuer à des événements scientifiques locaux, nationaux et internationaux. Nous avons fait une démonstration tout à l'heure en présentant la façon dont l'UNADREO valorise les travaux, la connaissance nouvelle portée par des orthophonistes. Donc, des orthophonistes de Martinique peuvent travailler et contribuer à cette valorisation. Donc, en fait, développer la recherche en orthophonie en contexte martiniquais, c'est permettre d'améliorer la clinique, mais également de pouvoir contribuer à orienter les politiques de santé locales. Sur la slide suivante. En conclusion, donc vous voyez qu'il y a une grande dynamique de la recherche en orthophonie grâce notamment à l'UNADREO qui permet de développer de nombreux travaux et de valoriser ces travaux. Concernant particulièrement la Martinique,
Nous avons une dynamique qui est encouragée et soutenue par le CHU de Martinique, par l'Université des Antilles, par l'UNADREO et par le syndicat des orthophonistes et la Fédération nationale des orthophonistes, évidemment par le GIRCISO qui nous permet d'intervenir aujourd'hui. Et je dirais en créole martiniquais, merci en chai. Si Sylvia, tu veux rajouter quelque chose? C'est parfait. Merci Catherine. Très bien, voilà pour nous. Merci beaucoup pour ce beau panorama. On voit des fois un parallèle avec le développement d'autres professions ou quoi, donc c'est très riche et très complet. Je pense qu'on va tout de suite passer aux autres projets de recherche en attendant d'éventuelles questions, mais je pense qu'aussi avec tous les sites que vous avez montrés, etc., je pense que les participants auront l'occasion d'aller à tête reposée regarder l'ensemble des propositions et opportunités que vous offrez. Mais vraiment, un grand merci. Là, le contexte est bien posé. C'est immense. Donc, merci beaucoup. Et puis, du coup, on va passer, parce qu'il nous reste 45 minutes en tout, au projet de Sonia et ensuite Amandine. Après, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Mais si ça vous va comme ça, on va enchaîner. Peut-être qu'en attendant l'arrivée du PowerPoint, le voilà. Je vais commencer à me présenter. Donc, je suis orthophoniste depuis 21 ans. J'exerce depuis 2005 dans le champ de la neurologie. J'ai une expertise clinique développée auprès de patients qui présentent des troubles du langage, de la communication ou encore de la cognition d'origine neurologique, vasculaire ou encore neuroévolutive. Donc, mon activité s'est déployée en particulier dans les services de neurologie ou encore les centres mémoire. Donc, d'abord au CHU Félix Guyon de 2005 à 2022 et puis plus récemment depuis 2022 au GHER, groupe hospitalier Est Réunion. Voilà, je suis également docteur en psychologie depuis 2018, qualifiée en section 16 depuis l'année dernière, et mes travaux portent essentiellement sur la communication dans la maladie d'Alzheimer, le syndrome apparenté, la cognition émotionnelle sociale, l'évaluation orthophonique de la personne âgée, ainsi que l'impact du plurilinguisme créole, français et de l'illettrisme sur la question de l'évaluation cognitive et linguistique de l'adulte et de la personne âgée à La Réunion. Alors, mon titre, vous voyez, faire émerger la recherche hospitalière en orthophonie à La Réunion, un enjeu d'innovation clinique, d'équité et d'ancrage territorial. Déjà, le titre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est à la fois une réalité et une ambition. La réalité, c'est qu'à La Réunion, il n'existe pas à ce jour de recherche hospitalière structurée en orthophonie. Et pour autant, les besoins sont bien présents. Ils le sont à la fois sur le plan clinique, bien sûr, mais aussi sur le plan scientifique, au regard des nombreuses spécificités linguistiques, culturelles, sociales et territoriales qui caractérisent notre contexte ultramarin. Alors, comme on le voit sur la diapo suivante, dans un territoire comme La Réunion, on ne peut pas simplement transposer des modèles, des outils ou des protocoles qui sont conçus ailleurs sans interroger leur pertinence locale. Faire émerger une recherche hospitalière en orthophonie, c'est donc répondre à un enjeu d'innovation clinique parce qu'il s'agit de produire des connaissances utiles aux soins. C'est aussi répondre à un enjeu d'équité parce que les territoires ultramarins doivent pleinement trouver leur place dans la production des savoirs en santé. Et c'est enfin affirmer la nécessité d'un ancrage territorial fort au plus près des patients, des professionnels, mais également des réalités du terrain. Donc, à travers cette présentation, je voudrais donc partager non pas l'état d'un champ déjà constitué, mais les raisons pour lesquelles son émergence est aujourd'hui nécessaire, légitime et porteuse de développement à venir. Alors, pour aborder cette question, on va avancer en plusieurs temps. Et sur la diapo suivante, vous allez voir qu'on va d'abord revenir sur les spécificités du contexte réunionnais et ultramarin.
Alors, on est un drôme de l'océan Indien, environ 900 000 personnes. Notre population, elle est multiculturelle, plurilingue. On parle le créole, le français, mais aussi le malgache, le chinois ou encore les langues indiennes. Alors, dans la diapo suivante, rapidement, on va venir pointer que la langue et la littératie changent l'évaluation, vous allez voir. Alors déjà, le vieillissement à La Réunion, hein, on a une augmentation rapide de l'indice de vieillissement. Diapo suivante. On a également une population qui présente des facteurs de risque sur sa santé cognitive assez spécifiques. Donc l'âge, on vient de le voir, notre population est en train d'avancer en âge. On a également la question de l'illettrisme des personnes créolophones, les faibles réserves cognitives des niveaux socioculturels les plus modestes. On a également énormément de facteurs de risque cardiovasculaires, hypertension, diabète, cholestérol. On a des problématiques de dépendance à l'alcool, des vulnérabilités socio-économiques, des inégalités sanitaires, territoriales, notamment un gros problème d'accès aux soins sur le territoire Est, qui est le territoire où je travaille. Dans la diapo suivante, on peut continuer. Voilà, et on va pouvoir interroger la place du créole à La Réunion. Vous voyez, on est la langue régionale la plus utilisée dans les DOM. On a plus de 600 000 locuteurs. Et sur la diapo suivante, si on interroge cette fois la part des habitants de La Réunion qui déclarent maîtriser la langue créole, on s'aperçoit que 80% des Réunionnais déclarent maîtriser le créole. Et parmi ces personnes, 53% auront une pratique exclusive de la langue créole, contre 17% en Martinique ou encore 29% en Guadeloupe. Alors, sur la diapo suivante, si je regarde la place du créole dans l'enfance, on s'aperçoit que 8 personnes sur 10 ne parlaient que créole à la maison, 8 personnes sur 100 ne parlaient que français. On a une transmission qui est familiale, importante. 94% des Réunionnais dont les parents parlaient créole durant leur enfance le parlent également. Alors, c'est ce qui fait aussi qu'on a un bilinguisme très peu fréquent dans l'enfance. La Réunion, c'est une situation de bilinguisme tardif et on s'aperçoit que cette situation de bilinguisme augmente avec l'âge ou encore le niveau socio-culturel. Sur la diapo suivante, on regarde la place du créole, donc chez nos Gramounes, qui sont nos personnes âgées. 9 sur 10 de plus de 50 ans déclarent n'avoir parlé que créole à la maison quand ils étaient enfants. 70% des moins de 30 ans ont connu la même situation. Donc la trajectoire de la langue parlée est également en partie liée au niveau d'études et les personnes purement créolophones sont souvent les moins diplômées. Si je regarde maintenant dans la diapo suivante le niveau de littératie, on a 17% d'illettrisme en 2022 pour les 16-65 ans, plus du double de l'Hexagone. Et si maintenant je regarde ce contexte d'illettrisme chez les personnes au-dessus de 65 ans, vous voyez qu'on a une augmentation massive. On n'a pas loin de 50% de la population âgée en contexte d'illettrisme. Alors, sur la diapo suivante, on interroge la question de l'éducation, du niveau de littératie, mais également du fonctionnement cognitif et linguistique, parce qu'il faut comprendre que nos habiletés cognitives, elles ne sont pas naturelles, elles sont le fruit de nombreuses années d'apprentissage. Et ce sont justement ces compétences qu'on mesure sur des évaluations plus classiques. Or, au jour d'aujourd'hui, les outils actuels, des très beaux outils développés dans l'Hexagone, sont très peu sensibles ou encore spécifiques en situation d'illettrisme ou de cultures différentes. Et le bilinguisme créole-français, l'illettrisme ou encore les spécificités linguistiques culturelles locales peuvent entraîner des biais dans l'interprétation des résultats, un risque soit de sous-diagnostic ou encore un risque de sur-diagnostic, donc avec des conséquences qui sont cliniques et importantes. Donc on s'aperçoit que finalement notre situation d'évaluation clinique, c'est une tâche qui est très peu aisée et qui nécessite de connaître et de comprendre l'impact de l'illettrisme, de la langue ou encore de la culture sur la cognition ou encore sur la situation d'évaluation. Alors le constat dans la diapo suivante, c'est de dire que la plupart des outils utilisés ont été validés avec des personnes ayant été scolarisées, des tâches qui de plus nécessitent un bon niveau linguistique. Et puis dans ces outils-là, on a plein d'items non adaptés à notre langue, à notre environnement ou encore à notre culture. Alors, sur la diapo suivante, petit défi pour ceux qui sont là, qui sont présents, qui peut dénommer
les 4 images que je suis en train de vous montrer, qui a 4 sur 4. Voilà, donc la diapo suivante va venir appuyer le fait que la clinique, parce que c'est cette situation-là que l'on peut des fois amener chez nos patients, donc la clinique rend la recherche nécessaire. Alors, sur la diapo suivante, pour commencer un petit peu à avancer sur cette question, c'est se dire, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir s'intégrer dans des réseaux de réflexion-recherche? Alors, ça a été d'abord de taper à la porte du GREKIL, qui est le groupe de réflexion sur les évaluations cognitives en contexte d'illettrisme. Et puis, après, il y a le LURCO, l'UNADREO, puisque je suis chercheuse titulaire au sein de l'ERU 17 ou encore de l'ERU 25, multilinguisme, multiculture. Et puis, après, c'est des liens avec l'Université de La Réunion et notamment le pôle langue, culture et créolisation. Dans la diapo suivante, c'est essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut quand même essayer d'avancer. Un des premiers points, un des deuxièmes points, puisque le premier point, c'est essayer de s'intégrer dans des groupes de réflexion. Le deuxième point pour nous, c'est l'encadrement des mémoires en orthophonie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reprendre notre problématique, c'est-à-dire qu'à La Réunion, on pointe l'absence de validation transculturelle et linguistique des outils d'évaluation. On pointe leurs limites quand on les utilise auprès de locuteurs créolophones, alors que ces patients représentent une large part de la population. Et donc, dans les mémoires en orthophonie, on a ce qu'on appelle les mémoires recherche. Et là, on va pouvoir reprendre le cadre de la recherche, le cadre théorique, matériel et méthode, analyse de stats, résultats, discussion, conclusion. Alors, sur la diapo suivante, si on essaye un petit peu de structurer une méthodologie, c'est de reprendre un outil en l'état et de reprendre vraiment la passation du test dans les conditions similaires à celles de la procédure originale, conformément au manuel d'utilisation. Mais par contre, chez des locuteurs et des personnes qui parlent créole. Donc, c'est de demander aux étudiants de faire un recrutement de 100 personnes, donc âgées de plus de 50 ans, sans troubles neurologiques, psychiatriques, sans déficit sensoriel. Et puis, après, on essaye de créer un cadre. Alors, ce qui peut un petit peu être facilitant pour nous, c'est d'essayer de sortir de la loi Jardé, c'est-à-dire de montrer que notre recherche, elle applique aucune intervention sur la personne, aucun changement de prise en charge. Il n'y a pas de recherche interventionnelle ou encore non interventionnelle. On est vraiment sur un mémoire d'étudiant, un travail universitaire à visée pédagogique. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'on a ce cadre-là qu'on ne respecte pas le traitement des données, les respects CNIL, donc conformément aux attendus. Donc, les étudiants remettent des formulaires d'information, de consentement recueillis par écrit après lecture et questions sur la notice, procéder ensuite par la suite sur le traitement des données d'une anonymisation des données. Et puis, après, ce ne serait pas obligatoire, mais c'est de leur demander de rédiger un dossier pour le comité éthique recherche. Alors, par contre, les freins qu'on peut commencer à avoir, nous, à La Réunion, c'est qu'on n'a pas de comité éthique recherche. Mais ce n'est pas grave, d'un point de vue pédagogique, les étudiants jouent le jeu et c'est le plus important. Alors, sur la diapo suivante, si maintenant on reprend un petit peu l'analyse des données, on va rapidement vérifier la normalité des données du Shapiro-Wilk, mais très souvent on sort de la loi normale, on passe en nombre paramétrique. Du coup, on va faire du Wilcoxon, on va comparer les performances des patients créolophones avec les données de la normalisation initiale. Et puis après, on peut faire du Kruskal-Wallis ou encore du Mann-Whitney, du Dunn pour la comparaison intergroupe. Et on va aller rechercher les effets du sexe, de l'âge, du niveau socioculturel, du niveau de littératie ou encore de la langue. Alors, sur la diapo suivante, je vais vous montrer une étude, par exemple, qu'on a menée, c'est-à-dire que moi, j'arrive au GHER en 2022, je suis la première orthophoniste de la structure, et donc dans le cadre de l'installation des soins cliniques orthophoniques, ça va être déjà d'essayer d'améliorer le repérage de l'aphasie à la phase aiguë d'un AVC. Donc, on a un petit outil comme ça qui existe, le LAST, qui nous vient de Constance Flamand-Rose, qui est rapide, vous voyez, passation en 2 minutes, et utilisable par tous les soignants, 15 items, 5 subtests, 2 formes. On évalue rapidement l'expression orale, la compréhension orale. Alors, diapo suivante. Donc là, on voit sur la diapo suivante un petit peu à quoi ressemble le LAST. Diapo suivante.
Et puis après, on a un travail d'étudiant dans le cadre d'un mémoire d'orthophonie. Donc là, c'est le travail de Lou Olivier, co-encadré également avec Aurélien Bresson. Donc, on va faire l'hypothèse que les performances des patients créolophones sont significativement différentes de celles de la normalisation initiale. On suppose également que les personnes créolophones de petit niveau socio-éducatif présenteront davantage de difficultés. Et là, l'étudiant part sur son recrutement des 100 personnes. Alors, vous voyez qu'on a là une organisation des caractéristiques sociodémographiques utilisées lors de l'étude. Et sur la diapo suivante, vous allez voir que cet outil très simple, en 15 items, déjà, on a des différences significatives avec nos patients locuteurs créolophones. Alors, il faut savoir que l'outil initial, donc qui est coté sur 15, si on a en dessous de 15, ça va venir dire qu'il y a déjà quelque chose de pas normal. Donc, on a comparé la moyenne des sujets sains réunionnais à la valeur test de 15. Alors, sur la diapo suivante, c'est de vous montrer ce qui nous a intéressé aussi, c'est d'aller voir quels sont les items finalement qui ont pu être échoués par nos patients. Et donc, on va rapidement voir que sur le LAST-A, on va avoir là la dénomination du crocodile ou encore la répétition de phrases en français. Sur la diapo suivante, pour la deuxième, parce que le LAST, il y a deux formes, le LAST-A et le LAST-B. Et donc, sur la deuxième forme du LAST, on s'aperçoit qu'on a également des items un peu chutés, la dénomination du stylo. Mais alors après, ce qui est intéressant, c'est d'analyser pourquoi. Si je reprends les conditions strictes de la passation, nous, nos patients, ils disent ça, c'est un stylo. Mais seulement, c'est pas bon au regard de la normalisation et des conditions de passation initiale. Donc, vous voyez, c'est là qu'après, on va avoir un champ de réflexion sur qu'est-ce qu'on en fait de l'outil. De la même manière, la répétition de phrase qui est chutée. Alors, sur la diapo suivante, on regarde l'analyse des effets du facteur S, sexe, donc c'est non significatif. Sur la diapo suivante, l'analyse des effets du facteur niveau socioculturel. Donc, vous voyez, il y a un travail à la fois au niveau statistique descriptive, pour avoir à nouveau des moyennes, des écarts types en fonction du niveau socioculturel. Et sur la diapo suivante, donc des statistiques davantage inférentielles qui vont nous permettre un petit peu de voir dans la comparaison intergroupe quels sont les groupes, les niveaux socioculturels qui présentent des performances basses. Et donc là, vous voyez, si je le reprends sous forme de graphique rapidement, les patients non scolarisés ou encore de cycle primaire, on est sur des moyennes à 12,5 ou encore à 13,2 par rapport aux 15 attendus. Et donc, sur la diapo suivante, donc, vous voyez toutes les comparaisons intergroupes en post-doc de DUM qui nous montrent un petit peu que ces niveaux socioculturels les plus faibles, bien évidemment, ne performent pas du tout de la même manière que les niveaux socioculturels les plus élevés. Sur la diapo suivante, on a regardé l'analyse des effets du facteur âge. De la même manière, on amène un travail sur des stats descriptives dans la diapo suivante, des statistiques inférentielles et qui sont cohérentes par rapport à ce que la littérature amène, c'est-à-dire qu'on va avoir des différences significatives entre les plus jeunes ou encore les plus âgés. Sur la diapo suivante, on a analysé les effets de l'illettrisme. Bien évidemment qu'une situation d'illettrisme impacte également la performance à la tâche. Et puis après, l'étudiant discute et conclut et ça nous fait un joli mémoire et nous, ça nous permet d'avancer. Alors, sur la diapo suivante, c'est de vous montrer que j'aurais pu aussi vous parler d'un autre type de travail, COSA chose, donc création d'un outil de rééducation lexico-sémantique pour les patients créolophones de niveau socio-éducatif modeste touchés par la maladie d'Alzheimer, avec le travail de Chloé Kessori. Puis, on est toujours content quand en plus, on a de la valorisation. Donc ici, une publication dans la revue RSE2R. Sur la diapo suivante, je vous parle un petit peu du test d'efficience globale Réunion. Donc ça, c'est un outil dans lequel on a été un petit peu appliqué dans le cadre du GREKIL, donc le TEGER, qui est un outil spécifique et sensible aux troubles cognitifs légers, adapté aux personnes créolophones de la Réunion de niveau socio-éducatif modeste, donc avec des consignes de passation en créole. Et puis, vous voyez, par exemple, la répétition de phrases. On ne leur demande plus de répéter des phrases en français, mais bien des répétitions de phrases en créole.
Sur la diapo suivante, dans cette logique-là, c'est le mémoire de Ludivine Julien sur cette évaluation en contexte créolophone. Qu'est-ce que ça donne pour le MMS ou encore le TEGER? Sur la diapo suivante, mi-vieilli, et si moi n'avais besoin docteur la parole, la FNO, Fédération nationale des orthophonistes, a sorti sa campagne de prévention du vieillissement. Et dans ce cadre-là, c'est aussi d'importer que des messages de prévention en santé, la question de la promotion et prévention de la santé cognitive, c'est aussi peut-être adapter ces grandes campagnes de prévention. Donc, dans ce cadre-là, donc avec le référent prévention de la FNO, le GHER, on est allé frapper à la porte de l'Université de La Réunion et on a fait travailler les L3 de langue créole qui ont comme ça travaillé sur la mise en forme de l'adaptation. Et on a une étudiante qui a écrit un article en langue créole qu'on a pu publier dans la revue L'Orthophoniste. Sur la diapo suivante, on voit un exemple d'adaptation. On a difficulté pour manger de caripoulet. Quand vous vieillissez, il est plus compliqué manger et puis avaler. Il faut causer avec un orthophoniste. Alors, sur la diapo suivante, c'est de vous parler un petit peu de ce paradoxe réunionnais, c'est-à-dire qu'on a des besoins cliniques qui sont forts. On a besoin d'outils spécifiques et normalisés à la population. On a des problématiques d'égalité d'accès aux soins, toute forme d'innovation en santé au même titre que la population hexagonale. Et ça passe par la nécessité de la prise en compte des spécificités linguistiques, culturelles, le plurilinguisme et l'illettrisme. Alors, les freins, si on les interroge, on est très peu d'orthophonistes hospitaliers, on est une profession sensible, donc il y a une très grande tension dans le cadre du soin avec des moyens humains insuffisants. C'est pour ça qu'on fait travailler les étudiants. On n'a pas de temps paramédical consacré à la recherche, contrairement aux équivalentes en FIR. Et puis, on est également à La Réunion hors des grandes thématiques, c'est-à-dire qu'on a eu déjà posé des PHRC, malheureusement, ceux-ci ont été refusés. Alors, sur la diapo suivante, pour conclure, c'est de comprendre que la question n'est pas seulement de savoir s'il faut développer la recherche hospitalière en orthophonie à La Réunion, mais c'est comment créer de façon progressive et crédible les conditions de son existence, de sa légitimité et de sa pérennité. Faire émerger cette recherche, c'est à la fois répondre à des besoins de soins, soutenir l'innovation clinique, c'est donner toute leur place aux réalités ultramarines dans la production des savoirs en santé. Et La Réunion, pour ça, qu'on y réunit des conditions cliniques, sociolinguistiques qui justifient pleinement une recherche située. L'absence actuelle de structuration ne signifie pas absence de besoin. Faire émerger cette recherche, c'est soutenir l'innovation clinique au plus près des patients et des professionnels. C'est aussi répondre à un enjeu d'équité en santé en donnant une place pleine aux réalités ultramarines dans la production des savoirs. Diapo suivante. Merci au GERCISO pour nous permettre d'avoir cette prise de parole et bien évidemment, merci à l'UNADREO, le GRECO ou encore le GHER. Merci à vous. Un très grand merci pour cette présentation qui donne envie de vous suivre. Donc, si le relais peut être fait et le message relayé, ce sera parfait parce qu'on ne peut qu'adhérer à votre discours. Je trouve que c'est intéressant d'embarquer aussi les étudiants, même si c'est une façon de compenser l'absence peut-être de moyens, mais les embarquer aussi, ça contribue aussi peut-être à leur sensibilisation et à la recherche et à la clinique. Donc, je trouve ça vraiment intéressant et passionnant. Il est 40. Donc, je ne sais pas, Amandine, si vous aviez prévu de faire une présentation de 15 minutes pour savoir juste si on prend 5 minutes pour d'éventuelles questions ou comment vous… Moi, j'avais prévu 20 ou 25 minutes comme vous m'avez demandé, mais je peux faire plus court. Non, mais c'est du coup, je ne sais pas, je vais juste ouvrir mon chat et voir s'il y a des questions. Il me semble que non. En revanche, voilà, comme vos contacts sont là, je pense que les participants qui sont avec nous actuellement auront tout le loisir de vous contacter ou par notre intermédiaire, Chantoniolo et moi-même, ou directement à vous pour continuer d'engager
la conversation, éventuellement les collaborations, parce que je pense que ça a suscité ou des vocations ou des envies de se tourner vers des actes de recherche très, très intéressants. Donc, je propose d'enchaîner directement avec Amandine, à moins que Sonia, vous n'ayez peut-être quelques points à rajouter. C'est tout bon pour moi, merci bien. Donc, on poursuit avec cette session très dense et un autre sujet concret et conduit par Amandine qui se présentera et ainsi que son projet. Donc, bonjour à tous. Oui, moi, je suis Amandine Chano et je travaille, donc je suis orthophoniste au CHU de Limoges et en libéral aussi à Limoges. C'est un peu moins exotique que la Réunion ou la Martinique. Donc, mon étude porte sur la création d'un nouvel outil qui permet d'évaluer le langage à la phase aiguë post-AVC. Donc, cette étude, elle est née en fait d'un constat clinique fort qui est déjà la prévalence de l'AVC en France, qui est environ 100 000 à 145 000 nouveaux cas chaque année. Sachant que environ 75% de ces patients vont avoir des séquelles, dont on estime à peu près un tiers qui sont des séquelles langagières. Donc, on sait que chaque année, il y a environ 30 000 nouveaux patients qui deviennent aphasiques en France, soit donc, ce sont des troubles du langage acquis qui seront qui peuvent être des aphasies totales, des aphasies globales ou bien des aphasies partielles. En tout cas, on a quand même de nombreux patients qui chaque année vont connaître ce trouble du langage. Et en parallèle, il y a une augmentation du nombre d'AVC qui est connu au niveau mondial parce qu'il y a une augmentation des facteurs de risque, notamment le vieillissement de la population, l'augmentation des facteurs de risque tels que l'hypertension, le diabète, l'obésité, la sédentarité. Et on a aussi une amélioration des traitements, notamment la thrombolyse et la thrombectomie, qui sont des traitements médicaux qui ont été développés et qui ont prouvé leur efficacité. Donc, en fait, on va avoir de plus en plus de gens qui vont survivre avec des séquelles suite à des AVC. Et donc, l'objectif de notre étude, c'est d'améliorer la détection précoce des patients qui pourraient souffrir d'une aphasie et afin de les prendre en charge de manière adaptée et rapide au plus tôt après l'AVC. Et on sait que ce nombre de patients va augmenter, donc, et on est quand même peu d'orthophonistes à travailler en milieu hospitalier, donc on essaye le but, c'est d'optimiser un petit peu la prise en charge de ces patients. Alors, les recommandations de bonnes pratiques qui ont été émises par l'HAS pour les patients avec des suspicions de troubles langagiers. En fait, on sait que dans les recommandations, on est censé évaluer ces patients-là de manière complète. Donc, les patients qui ont une suspicion d'aphasie doivent pouvoir bénéficier d'un bilan orthophonique avec un outil standardisé dans les 15 jours après leur AVC. Et ils doivent pouvoir bénéficier d'une rééducation orthophonique, quelle que soit l'atteinte, quel que soit le niveau de sévérité. Ces patients devraient pouvoir bénéficier d'une rééducation, d'un protocole qui leur soit adapté. Et l'orthophoniste est aussi censé pouvoir fournir assez rapidement des informations sur les troubles du langage présentés par le patient. Donc, présenter ces informations à l'entourage du patient et à l'équipe aussi, de manière à leur proposer des exercices ou des conduites qui pourraient améliorer la récupération et aussi éviter, surtout aux entourages, d'entretenir des conduites qui pourraient être délétères pour la récupération langagière. La problématique que l'on rencontre en tant qu'orthophoniste, c'est que nos tests langagiers sont souvent trop longs, c'est-à-dire qu'on a des batteries qui permettent d'évaluer le langage des patients en post-AVC et qui sont plutôt destinées à la phase chronique et donc on sait qu'elles nécessitent plusieurs heures de passation, surtout chez des patients qui sont déjà
très fatigués et qui ont des troubles massifs. Le matériel est aussi peu adapté à la phase aiguë dans nos batteries de langage. Alors, on a des tests de screening comme la LAST dont on a parlé juste avant avec Sonia. La LAST est indiquée pour le personnel qui ne serait pas spécialiste des troubles du langage, donc c'est plutôt pour les équipes infirmières, les médecins, etc. Parce que la LAST, elle permet un dépistage. En fait, c'est une évaluation partielle des composantes langagières, mais elle ne permet pas de réaliser un diagnostic orthophonique. Donc, on se rend compte, les études montrent que les orthophonistes à la phase aiguë vont, pour la grande majorité, utiliser des outils qui sont des outils maison, mais qui ne sont pas validés. Donc, notre étude à nous, ce constat-là, ça a été le point de départ pour le lancement du protocole BESTA, avec un objectif double qui était à la fois de créer un nouvel outil qui soit adapté à la phase aiguë, et le deuxième objectif, c'était de valider et de normaliser cet outil sur une population de patients en post-AVC. Donc, cet outil, il est conçu, il poursuit en fait la conception a poursuivi plusieurs objectifs. Il y avait plusieurs contraintes à respecter. Tout d'abord, c'est un outil qui devait permettre d'évaluer les différentes composantes langagières, donc à la fois l'expression et la compréhension. Et sur les deux modalités, à l'oral et à l'écrit, c'est ce qui manque aussi à la LAST, qui est donc un outil de dépistage et qui ne va pas évaluer le langage écrit. Dans l'outil BESTA, on cherche aussi à évaluer le langage écrit en lecture et en écriture. Le but de la BESTA, c'est de poser un diagnostic rapide et fiable, donc un diagnostic assez précis et dès la phase aiguë, pour permettre ensuite de dégager des objectifs qui seraient adaptés aux patients, qui seraient spécifiques et qui permettent d'engager très rapidement une rééducation qui permette aux patients de progresser en ciblant les composantes langagières qui pourraient être atteintes. Donc, enfin, on peut... en tout cas, l'outil a été conçu de cette manière-là. On essaye ensuite de pouvoir dégager des petits conseils, des petites choses à donner à l'équipe, à l'entourage, dès la fin du bilan, pour pouvoir leur permettre d'aider un peu le patient, leur donner des informations sur, par exemple, la compréhension du patient, sur la possibilité pour le patient de réaliser un code oui, non, de la tête ou bien verbalement, dire si ce code qui est utilisé par le patient est fiable ou non, et mettre en place des petites choses dès le premier jour, en fait, pour pouvoir aider cette personne à communiquer. Et enfin, la difficulté donc, de la conception de cet outil, c'était d'être adapté aux contraintes propres à la phase aiguë, dont on va parler juste après. Donc, on sait que l'évaluation en phase aiguë, elle est particulière pour les orthophonistes parce que déjà, les patients sont très fatigables. Jusqu'à 90% des patients en post-AVC ressentent cette fatigue intense. On a aussi une contrainte qui est liée au passage fréquent des professionnels dans la chambre. C'est vrai qu'on est très souvent interrompu dans notre évaluation parce que bien, il y a des seringues électriques qui sonnent, l'équipe qui doit prendre des constantes, etc. Et les patients qui vont être amenés à des examens très fréquemment au fil de la journée, ce qui peut interrompre notre passation. On a aussi des patients qui, pour la plupart, vont avoir malheureusement des problèmes physiques associés avec soit des douleurs, soit des hémiplégies, des sondes, des patients qui doivent être positionnés à plat. Voilà, donc tout ça, ça va rendre le bilan un petit peu plus compliqué. Et on a aussi bien très souvent des patients qui vont souffrir de troubles thymiques, donc des troubles de l'humeur, avec des manifestations anxieuses. On peut avoir des patients qui peuvent être agressifs, etc. Et donc contentionnés pour certains. Donc, dans ce contexte-là, les recommandations de la Société française neurovasculaire sont de réaliser des séances chez des patients en post-AVC qui n'excèdent pas 30 minutes. Donc, on a essayé de penser le test de manière à ce qu'il soit assez court à administrer, avec un nombre d'épreuves qui est assez faible. Et dans chaque épreuve, on a essayé de ne pas mettre énormément d'items pour que voilà, le test puisse être condensé. Il est aussi bâti sur une architecture avec des épreuves obligatoires et selon la réussite à ces épreuves, on peut ensuite proposer des épreuves optionnelles, voilà, si le patient réussit ou non.
Une contrainte à laquelle on doit s'adapter quand on exerce en soins intensifs, c'est le fait qu'en fait, on doit forcément aller dans la chambre du patient pour réaliser le bilan, puisque le patient est alité. Et contrairement à des patients qui seraient en phase chronique et qui peuvent se déplacer dans le bureau de l'orthophoniste, là, c'est l'orthophoniste qui se déplace au chevet du patient. Donc, notre matériel se doit d'être adapté à cette contrainte-là. Donc, tout d'abord, le livret de passation du test, il est conçu sur un chevalet. Alors, c'est encore une forme, c'est un prototype, mais voilà, c'est quand même un élément essentiel dans cet outil-là. Donc, c'est un chevalet qui peut se déployer lorsqu'on est devant le patient. Donc, on le pose sur la table devant le patient qui est allongé, ce qui permet d'avoir les images à la verticale. Et puis, l'orthophoniste n'a pas besoin de tenir les images comme c'est le cas dans d'autres tests. On a les mains libres pour ensuite prendre des notes ou pouvoir aider le patient. Et on peut le replier ensuite, il est facile à transporter de chambre en chambre. On a dans cet outil donc des objets réels qui font partie de la BESTA. Donc il y a 8 objets qui ont été choisis parce qu'ils sont de petite taille, donc aussi faciles à transporter. Ce sont des objets du quotidien et ils permettent aussi de dépister très rapidement des difficultés sur le plan praxique. Donc voilà les objets qui sont présents dans la BESTA. Et le cahier de notation, il est conçu sous ce format-là. Donc, ce sont des tableaux, des grilles à compléter, de manière à faciliter la cotation pour l'orthophoniste. Donc, ce cahier de passation est conçu sur une feuille A4 en recto-verso. Et l'orthophoniste, on a la place quand même pour noter les réponses du patient et coter assez rapidement notre évaluation. Donc, quand on sort de la chambre, on a déjà le score en fait de notre patient. C'est une cotation qui est très simple avec vraiment 0, 1. Soit le patient donne une réponse qui est correcte et dans ce cas-là, on lui met un point. Mais si le patient donne une réponse fausse, s'il s'auto-corrige, voilà, ou s'il cherche et qu'il met trop de temps, dans ce cas-là, on mettra 0. Et ce qui permet de simplifier beaucoup la cotation. Il y a un manuel aussi d'utilisation qui est conçu et qui est fourni avec la BESTA. Alors, on sait qu'à la phase aiguë, les études montrent que les aphasies sont souvent sévères, puisque environ un tiers des patients vont souffrir d'une aphasie globale. Donc, la BESTA est adaptée à ces patients-là. C'est adapté à des patients qui ont donc des troubles modérés à sévères. Donc, le niveau de complexité, on l'a adapté en proposant seulement des épreuves de langage élémentaire, c'est-à-dire on a un entretien initial au début de la passation où on va poser des questions sur le patient et sur son contexte de vie et on va tester la fiabilité de son code oui et non. Ensuite, on va avoir des épreuves de praxie bucco-faciale, un petit peu de langage automatique, de la dénomination, donc à partir des objets et de la dénomination d'images. Ensuite, on a de la compréhension simple par désignation d'images, des ordres simples, des ordres complexes et quelques petites épreuves au niveau de la lecture et de l'écriture. Voilà, on n'a pas d'épreuves de langage élaborées qui testeraient des troubles plus fins. La BESTA n'est pas adaptée à ces patients qui ont des troubles moins sévères. Ensuite, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les consignes, donc le matériel est simplifié et les consignes aussi sont simplifiées dans la BESTA, elles sont adaptées à des patients qui pourraient avoir des gros troubles de la compréhension et elles se limitent souvent à quelques mots du type montrez-moi. Voilà, c'est vraiment toutes les consignes sont inscrites dans le manuel et on cherche à simplifier la passation pour l'évaluateur, pour l'orthophoniste, mais aussi pour le patient. Et le but, ça va être d'éviter de le mettre en difficulté. Afin de faciliter la reconnaissance visuelle, on a essayé déjà d'utiliser, on s'est basé sur les études qui montrent que les dessins sont mieux reconnus que les photos parce qu'il y a un coût attentionnel qui est moins élevé lorsque on cherche à reconnaître des dessins par rapport à des photos. Donc, on a choisi des banques d'images que je vais vous montrer juste après qui sont des dessins. Et ce sont des images colorisées parce que les études montrent aussi que la couleur permet d'augmenter la précision de la dénomination et la vitesse de dénomination. Ça donne plus d'indices, donc ça facilite la reconnaissance de l'image. Donc, on a choisi pour les épreuves de dénomination et de désignation des dessins colorisés sur une banque d'images qui est libre de droit et qui est validée chez des patients aphasiques.
Et la police est augmentée aussi pour toutes les tâches de lecture, parce que bien souvent, les patients arrivent à l'hôpital et n'ont pas eu le temps de prendre leurs lunettes. Donc, on a fait le choix d'avoir une police assez augmentée. Donc, voilà la banque d'images pour les épreuves de dénomination et de désignation. C'est la banque d'images colorisée Rosion et pour toi, qui est libre de droit. Et on a 5 images dans le test qui sont des actions pour l'épreuve de dénomination d'action. Et là, au contraire, les études montrent que les images d'action sont mieux reconnues lorsque ce sont des dessins au trait. Et comme il n'existait pas de banque d'images, on a fait créer des images d'action par un infographiste. Donc, ce sont des dessins au trait en noir et blanc qui sont mieux reconnus par les patients. Donc, les aphasies sont souvent sévères à la phase aiguë et elles sont aussi souvent accompagnées de troubles associés qui peuvent être très importants, donc notamment des apraxies, donc perturbation de la réalisation des mouvements volontaires qui vont perturber par exemple la désignation des patients lorsqu'ils doivent montrer les images du doigt quand on teste la compréhension ou bien lorsqu'on leur demande de saisir des objets qu'ils ne peuvent le faire. On a ensuite des agnosies, donc des troubles de la reconnaissance. Et la BESTA est conçue de manière à ce qu'on puisse dépister de potentiels troubles du type apraxie ou agnosie, et donc orienter les patients vers des professionnels qui prennent en charge ces troubles-là, donc notamment des ergothérapeutes. On a aussi souvent des troubles exécutifs qui sont quand même très fréquemment rencontrés à la phase aiguë, donc des troubles de l'inhibition, des troubles de la flexibilité, voilà. Le test, il est conçu de manière à ce que on essaye de limiter l'impact de ces troubles exécutifs sur la passation des épreuves. Donc, ce sont des épreuves qui sont vraiment élémentaires. On a évité tout ce qui pourrait être épreuve, par exemple, de fluence, les épreuves de compréhension de texte, où il y a beaucoup où la mémoire, l'attention, la flexibilité vont rentrer en ligne de compte. On a essayé de limiter l'impact de ces fonctions exécutives et bien qu'on ne puisse pas totalement les réduire, mais en tout cas, voilà, on essaie de choisir des épreuves où elles rentrent peu en ligne de compte pour pouvoir tester le langage de manière la plus pure possible, si c'est possible. Voilà. Ensuite, on a aussi on essaye d'éviter la passation sur une version informatisée. La BESTA est conçue sur un format papier avec des objets à manipuler, etc. C'est un souhait et on ne cherche pas à ce qu'elle soit informatisée parce que ça rend aussi la passation très compliquée pour les patients. Et on a ensuite des troubles neurovisuels qui sont fréquemment rencontrés à la phase aiguë, notamment donc des HLH ou des négligences. Et le test aussi a été conçu de manière à limiter l'impact de ces troubles sur la passation. Donc là, je vous montre une planche d'image qui est présentée en désignation. Donc la désignation d'image, elle est toujours faite sur des planches verticales où les images sont présentées à la verticale devant le patient, de manière à ce qu'il ne soit pas gêné par une myanopsie droite et qui l'empêcherait de voir les images qui se situeraient à droite de son champ visuel. Donc là, elles sont toujours présentées à la verticale, que ce soit pour les images ou pour de la désignation d'objets. On présente systématiquement les objets en colonne devant le patient. On a ensuite donc la deuxième étape de cette étude, ça a été de valider et de normaliser cet outil. Les objectifs principaux de notre étude, ça a été tout d'abord d'assurer une bonne validité de contenu, c'est-à-dire prouver que le test est bien construit, qu'il mesure toutes les dimensions qu'il est censé mesurer. Et notre deuxième objectif principal, c'était de prouver que notre test avait une bonne validité en comparaison avec des outils de référence, donc des gold standards, qui ont été choisis pour comparer la BESTA et dont on va parler juste après. Donc, pour la validité de contenu, notre méthodologie, ça a été tout d'abord de réaliser une revue de la littérature sur notamment les outils existants, sur les composantes de l'aphasie, ce qu'il était indispensable d'évaluer. On a ensuite conçu un pré-test, donc un pré-outil, et on a
réuni des experts du domaine, donc c'était des orthophonistes, des médecins de médecine physique et art adaptation, des neurologues, des neuropsychiatres, à qui on a envoyé la revue de la littérature et le pré-test. Et lors de cette réunion de consensus, on a discuté de la conception de l'outil. On a fait des modifications sur certaines épreuves, sur l'ordre de passation, notamment sur les consignes, sur le choix des images, des items, etc. Et donc, à l'issue de cette réunion de consensus, on a obtenu un nouvel outil qui s'est donc appelé l'outil BESTA pour batterie d'évaluation simplifiée des troubles aphasiques. Et on a testé cet outil dans une étude pilote sur une quarantaine de patients hospitalisés suite à un AVC. Donc, suite à ça, donc, on a ensuite cherché à construire un protocole qui permette d'évaluer la validité de notre outil par rapport à un gold standard. Donc, pour cela, eh bien, on a un schéma d'étude, un schéma de validation qui se fait en 3 temps, avec tout d'abord une inclusion des patients à la phase aiguë en post-AVC. Donc, on a inclus des patients dans les 5 jours en post-AVC. Et à ces patients-là, on leur a administré 2 tests, donc l'ABESTA et l'outil que l'on a utilisé, qui était le seul outil validé à la phase aiguë et qui a donc été notre outil de référence, notre gold standard à la phase aiguë, c'est la LAST. Bien qu'il n'y ait pas d'épreuve écrite, on n'avait pas d'autre choix. Donc, on a validé notre outil BESTA à la phase aiguë en le comparant à la LAST. Ensuite, on a suivi les patients donc, sur une année entière. On les a revus à ce qui s'appelle la phase subaiguë, c'est-à-dire à la fin de la phase aiguë, à peu près à 12 semaines après leur AVC. Donc, à 3 mois post-AVC, ils revenaient à l'hôpital et on leur administrait l'ABESTA à nouveau et la BDAE ainsi que la LAST. Donc, on en avait à peu près pour 2 heures de passation à ce moment-là. Et ensuite, on a reçu les patients une 3e fois à 1 an en post-AVC et on a administré l'ABESTA et la BDAE. Donc, les outils de référence, je ne l'ai pas dit, mais ils ont aussi été choisis lors de la réunion de consensus et on en a discuté avec les professionnels et les experts du domaine afin de savoir quels étaient les outils les plus adaptés. Et ce sont ces 2 outils qui ont été choisis. Les objectifs secondaires de notre étude, eh bien, tout d'abord, c'est d'évaluer la fiabilité interjuge de notre outil, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a un degré d'accord qui soit assez important entre plusieurs évaluateurs pour un même patient qui coterait, pour des évaluateurs différents qui coteraient un même patient au même moment. Donc, pour ce faire, on ne pouvait pas faire des évaluations répétées à des patients en phase aiguë, c'était compliqué. Donc, on avait toujours 2 orthophonistes qui cotaient de manière séparée dans la chambre au moment de la passation du test, AT0, AT1 et AT2. Donc, on avait toujours 2 juges et un des objectifs donc a été de voir si les données issues des juges numéro 1 et des juges numéro 2 étaient assez concordantes et s'il y avait une bonne fiabilité entre eux. Ensuite, on a un autre objectif secondaire qui est la sensibilité au changement. Donc, c'est de tester si notre si notre outil permet de détecter une évolution dans le temps, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de voir une dégradation chez notre patient ou une amélioration dans ses réponses, dans ses compétences au fil des semaines. Ensuite, la cohérence interne, on a cherché à tester le degré de cohérence entre les items de notre test afin de garantir que le test est bien structuré et bien homogène. Et la normalisation de notre outil, on a fait passer ce test-là à une population de référence de manière à établir des normes. Donc, voici le schéma d'étude pour les étapes de validation-normalisation. Donc, la validation, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a suivi les patients sur une année entière. On a recruté 240. Alors, au départ, les chiffres qui avaient été calculés par le biostatisticien faisaient état de 243 patients post-AVC, mais notre étude avait débuté avant le Covid et donc on a dû ensuite rallonger le nombre de patients post-AVC à 285. Car tous les patients qui avaient leur visite à T1 ou T2 pendant la période Covid ont dû être sortis d'études et remplacés. Donc, on a 285 patients post-AVC. Et dans ce groupe-là, on a un groupe de patients aphasiques, donc 190 personnes aphasiques qui ont été recrutées et 95 patients non aphasiques.
Le but, c'est de montrer aussi que la BESTA ne détecte pas des patients aphasiques alors qu'ils ne le seraient pas. Et c'est pourquoi on avait besoin d'un groupe de patients sans trouble du langage, mais ayant fait un AVC. Et ensuite, on a administré ce test-là à une population de référence. Donc, pour les étapes de normalisation, on a recruté 152 personnes, 152 volontaires sains. Les critères d'inclusion, donc pour la validation, on a recruté des patients des patients majeurs qui étaient admis en unité de soins intensifs neurovasculaires suite à un AVC. Donc, dans les 5 jours post-AVC, on pouvait inclure ces patients-là. Il fallait qu'ils soient de langue maternelle française et qu'ils ne soient pas somnolents pour pouvoir participer à l'étude. Et bien sûr, qu'ils aient signé un consentement ou bien leur famille, si le patient était trop aphasique pour pouvoir donner son accord. Pour la normalisation, eh bien, on avait les mêmes critères. Enfin, on avait des patients qui étaient de langue maternelle française, qui étaient aussi majeurs, et on a recruté seulement des patients qui n'avaient pas d'antécédents de troubles langagiers. Ensuite, les critères de non-inclusion, on a dû exclure de notre étude tous les patients avec des démences, des pathologies psychiatriques connues, des patients qui auraient présenté des surdités qui n'étaient pas appareillées, ou bien déficience visuelle, cécité. On a aussi éliminé de cette étude tous les patients qui présentaient déjà des antécédents d'AVC. Le recrutement s'est fait donc c'est un recrutement multicentrique qui s'est fait sur 4 hôpitaux. Donc, on a recruté ces 285 patients post-AVC dans les CHU de Bordeaux, Limoges, l'hôpital de Béziers et de Bar-le-Duc. Et la normalisation, elle s'est faite sur des centres d'investigation clinique qui nous ont permis de recruter nos patients selon 3 contraintes. Donc, on avait besoin d'avoir 4 classes d'âge chez nos patients. Donc, ça va de 18 ans jusqu'à 100 ans. 3 niveaux socioculturels. Et on a recruté aussi des hommes et des femmes de manière égale. Donc, on a 152 volontaires sains qui ont été recrutés sur le territoire. Donc, je vous ai pas dit, les centres d'investigation clinique, c'était Rennes, Limoges, Nancy et Marseille. Voilà. Donc, pour le financement de cette étude, donc, toute la partie création de l'outil a été financée par le CHU de Limoges et ensuite, la partie validation et normalisation a bénéficié d'un financement par le PHRIP, donc le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, que j'ai obtenu en 2014. Donc, on a obtenu un financement de 250 000 € pour cette étude. La durée d'étude, donc, les inclusions ont débuté en septembre 2015 et elles se sont terminées en octobre 2022. Donc, on a eu des difficultés pour recruter des patients. On a eu des difficultés parce que on avait aussi du mal à recruter des orthophonistes. Et voilà, l'étude n'était pas censée être aussi longue, mais elle a duré plus longtemps que prévu. En tout cas, les inclusions se sont terminées en octobre 2022. Depuis, on a eu les résultats statistiques et on est en train d'analyser ces résultats. Et il faut qu'on refasse toute la bibliographie aussi parce qu'entre 2014 et 2026, il y a beaucoup de références maintenant qui ont été mises à jour. Donc, il y a toute la revue de la littérature à mettre à jour. Et puis, on en est à la rédaction de l'article et à la publication dans une revue. Voilà, on est en train de réfléchir à tout ça. Mais bientôt, on espère que cet outil pourra être édité et diffusé aux orthophonistes francophones. Voilà. Hop. Je laisse la parole à Sophie. Merci beaucoup, Amandine, pour nous avoir montré tout le déroulé depuis le début du questionnement jusqu'à la finalisation. Puis surtout, ça traduit la persévérance et du sérieux, parce que je pense que vous n'êtes pas ménagés pour… de la persévérance, voilà. En tout cas, oui, c'est sûr. C'était voilà, long. Et donc, c'est quand même, je suis assez admirative du fait que finalement, vous ayez quand même tenu jusqu'au bout. 2014, un PHRIP avec un montant de 250 000 €, c'était déjà des sommes assez conséquentes pour l'époque, mais néanmoins, j'imagine que en multipliant les centres, les démarches, en allongeant le temps, ça coûte toujours
un petit peu plus. Enfin, il faut falloir savoir jongler avec tout un tas de structures et de contraintes. On a hâte de voir la publication et je vois que vous avez déjà des offres de collaboration ou de poursuite de l'aventure dans le chat avec Sonia, je crois qu'il demande une validation transculturelle à La Réunion et en Martinique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut qu'on le traduise. Alors, il a été traduit, je vois Isabelle aussi de Gabory qui est là. À Bordeaux, il y a eu une traduction qui a été faite en portugais. On a une traduction en anglais aussi lors d'un mémoire d'orthophonie. Mais il faut qu'on le traduise en créole. Voilà, c'est ce que je pensais à ça aussi. À La Réunion et en Martinique. On est partant. D'accord, très bien. Je compte sur vous. Toutes les deux, nous sommes volontaires, donc Amandine. Ah, mais c'est très bien, merci. Avec plaisir. Mais je vous dis un grand merci. On a dépassé un tout petit peu trop le temps, mais c'est de ma faute et je pense qu'on a été gourmand et voulu dire beaucoup de choses. Il y en aurait encore des nombreuses sessions à faire, mais on ira sur les webinaires alors de l'UNADREO, si j'ai bien compris, ou je ne sais plus, l'URCO mensuel. Vous êtes super bien organisés. Il y a de quoi faire. On vous envie pour cette organisation. Ça donne envie. Voilà, j'ai une jeune fille, peut-être je lui demanderai orthophonie, ça peut être sympa comme orientation professionnelle. Voilà, merci à vous quatre pour votre enthousiasme et puis je trouve ça, oui, vraiment passionnant. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir laisser ouvert plus longtemps parce que je pense que tout le monde a plus ou moins des contraintes et s'est fixé d'arrêter vers 16 heures. Donc, encore un grand merci et j'espère avoir vos retours et éventuellement sur la suite et à vos études et à éventuellement des prochaines collaborations. Un grand merci. Merci à vous. À toutes. Prochain webinaire, ce sera le 29 juin. Je vous dirai la thématique plus tard. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.